Bienvenue dans ce webinaire comment se lancer en tant que fleuriste de mariage. Donc, je vais me présenter tout simplement et je vais donc ce petit webinaire va durer une petite heure. Alors, on n'est pas à l'abri que ça dépasse un peu. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vraiment, le but, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. Le replay sera disponible sur YouTube très, très vite. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous regardez ce webinaire, merci de nous suivre sur la chaîne Expérience Florale de YouTube. Vous pouvez retrouver également des backstage de nos événements, voir un petit peu toutes les choses qui se passent sur nos événements, sur la chaîne YouTube. Donc, on est ravis de vous retrouver ici. Donc, on va commencer sur ce webinaire avec cette thématique qui me tient beaucoup à cœur. Donc, le sommaire de ce webinaire. Nous allons commencer avec une introduction. Je vais me présenter un petit peu moi et mon parcours et pourquoi j'ai lancé l'école Expérience Florale. Et puis ensuite, on va parler du métier de fleuriste de mariage. Et puis ensuite, les étapes pour se lancer comme fleuriste de mariage. C'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et puis, des petits témoignages. Je vais vous montrer un peu qui s'est lancé, des élèves qui sont lancés et dont ça a été un succès. Ensuite, on fera une session de questions-réponses et on fera donc ensemble une petite conclusion sur ce webinaire. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle donc Esther Lamarche. Je suis designer floral spécialisée dans le monde du mariage. Donc, on peut aussi m'appeler fleuriste de mariage, décoratrice de mariage. Enfin, il y a plein de termes qui définissent notre métier, mais moi, je m'appelle designer floral. J'aime bien ce terme. Et je suis fleuriste de mariage depuis 10 ans maintenant, depuis 2014. Je suis lancée dans la décoration de mariage sur mesure pour les événements haut de gamme luxe en région parisienne, en France, mais aussi en Europe. Et il y a quelques années de ça, j'ai créé l'école Expérience Florale, notamment, je vais y revenir, mais pour partager mon expérience. Vous pouvez retrouver notre site internet qui va être Estherlamarche-designer floral pour découvrir tout ce qui est sur les mariages que l'on fait avec mon entité mariage, et puis l'école expérienceflorale.podia.com. Alors, qui je suis? Mon parcours. Je suis une ancienne secrétaire médicale. J'ai effectué une reconversion, mais j'étais secrétaire médicale, je travaillais dans le médical, j'ai fait plein de métiers avant et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie de voir des gens heureux, de vivre des moments heureux avec les gens et c'est pour ça que j'ai cherché à me reconvertir dans ce milieu qui est beau, qui est ce milieu du mariage. Donc, j'ai fait une reconversion et j'ai pas trouvé de formation à l'époque, donc j'ai commencé en autodidacte. Je suis quelqu'un de très créatif, j'ai fait de la peinture, j'ai fait plein de choses avec mes mains jusqu'à arriver à l'art floral. Et je suis de nature courageuse, j'ai pas peur, enfin j'ai peur, mais j'y vais. Et je suis passionnée, débrouillarde. Alors le terme débrouillarde, c'est pas très joli, mais il n'y a pas d'autre mot pour dire que je suis débrouillarde, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire et j'essaye par toutes les astuces d'y arriver. Je suis très ambitieuse, faut dire la vérité, et l'ambition pour moi, c'est quelque chose de positif et exigeante. Voilà un petit peu qui je suis. J'ai commencé, comme je le disais, en autodidacte, donc ici, il n'y a pas de jugement. Si vous n'avez pas de CAP, vous êtes aussi les bienvenus, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes passé par des métiers complètement différents, je comprends, je suis comme vous. Donc voilà un petit peu mon parcours. Si vous voulez découvrir un peu plus sur toute mon histoire, mon parcours plus en détail, je vous inviterai à découvrir le podcast que j'ai créé qui s'appelle Conversation Florale. Vous allez le retrouver sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Music aussi. Conversation Florale où je vous détaille en vraiment tout mon parcours, quelles étapes je suis passée pour devenir fleuriste de mariage tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, je vais vous montrer un peu mon travail. Donc, des petites inspirations pour vous montrer le travail que je fais dans mon cœur de métier qui est fleuriste de mariage. Donc ici, on voit un petit aperçu d'un mariage pour Morgane et Félix. Moi, je travaille principalement dans le haut de gamme avec des clients étrangers. Donc, pour le coup, beaucoup d'Américains. Là, pour le coup, c'était un couple asiatique et américain. Quelque chose de très coloré, c'était super sympa. Là, ici, c'était des Américains également, quelque chose de plus girly, on va dire ça comme ça. Et puis ici, quelque chose de très coloré. Moi, j'adore la couleur, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, travailler avec la couleur et travailler avec des clients qui ont envie de quelque chose de différent. Voilà, ma mission, ça c'est super important et ça compte beaucoup pour moi. Pourquoi j'ai créé l'école Expérience Florale ?
Eh ben, tout simplement parce que j'avais pas trouvé de formation à mes débuts qui corresponde vraiment à ce que j'avais envie de faire, ce qui veut dire tout simplement, ce que je voulais faire, c'était ça les amis, hein. Ce que je voulais faire, c'était, ce genre de choses. Ce que je voulais faire, c'est tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Bon, il y avait peu de réseaux sociaux quand je me suis lancée, mais sur les blogs, à l'époque, c'était beaucoup les blogs. Et tout ce qui était vraiment très fleuri, vraiment spécifique au monde du mariage, moi, ça me faisait rêver. J'ai regardé des comédies romantiques des années 90, hein, avec les wedding planners. Donc, c'est ça qui me faisait rêver. Et c'est ça que je voulais faire. Et quand je me suis lancée il y a 10 ans, bah, il n'y avait pas de formation spécifique. Et je me suis dit, ben, s'il n'y en a pas, il faut la créer, Esther. Il faut se mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller. Et j'ai découvert aussi la passion de transmettre avec des stagiaires que j'ai eus tout au long de mon expérience. Et du coup, j'ai tout simplement créé la formation que j'aurais voulu avoir quand je suis devenue moi aussi designer floral. Et donc, mon aspiration en créant Expérience Florale, et c'est pour ça que le nom est né Expérience Florale, c'était transmettre mon savoir-faire et mon expérience, proposer à mes élèves de vivre une expérience florale autour de la fleur, une parenthèse fleurie qui soit vraiment une respiration créative, et puis acquérir pour vous de l'expérience professionnelle en essayant d'aller au fond des choses, en vous proposant des formations qui soient techniques, ludiques et aussi créatives, parce que c'est super important. Voilà un petit peu pourquoi j'ai créé l'école et pourquoi cette mission me tient beaucoup à cœur et aussi pourquoi mon activité transitionne. Avant, je faisais 70% d'événements, 30% de formation et maintenant, on est à 50-50 entre l'événementiel que je fais pendant la saison d'avril à octobre et d'octobre à avril, les formations. Donc, ça me permet aussi de travailler tout au long de l'année. On va y venir puisque notre métier de fleuriste est plutôt saisonnier. Voilà, donc je continue, je poursuis, j'avance. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui vous êtes. Petite faute de frappe. Qui vous êtes, vous en particulier? Est-ce que vous êtes plutôt, comme le numéro 1, passionné de fleurs et vous êtes en train de prendre la décision, peut-être de vous lancer dans l'univers floral et de commencer une reconversion, ou peut-être vous êtes toute jeune et vous avez envie de vous lancer dans une carrière florale. Est-ce que vous êtes plutôt en prise de décision, ça y est, la décision est prise, vous souhaitez entamer une reconversion dans l'univers floral et vous êtes au tout début de votre projet? Est-ce que vous êtes plutôt déjà dans la reconversion, ça y est, c'est entamé, mais vous souhaitez vous être plus accompagné dans votre projet de reconversion? Ou est-ce que vous êtes déjà lancé et vous avez envie d'être dans une peut-être de vous former et de vous perfectionner dans certains aspects de votre activité. Donc, j'aimerais bien un petit peu savoir qui vous êtes. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, juste là, yes, super les filles, je vois qu'on joue le jeu. Donc, beaucoup de gens qui sont déjà en activité et qui veulent se perfectionner, des gens qui sont déjà en reconversion et qui veulent être accompagnés, parfait. On a aussi de la prise de décision. Super, c'est super. Ça, c'est très important, la prise de décision. Et vous avez envie d'être accompagné. Et j'ai beaucoup de 4, finalement, des gens qui sont déjà lancés et qui ont envie de se perfectionner. Super, ça me plaît beaucoup, de voir un peu à qui j'ai affaire dans ce webinaire. Parfait, génial. Alors, quels sont les objectifs d'aujourd'hui? Tout simplement, de vous présenter la réalité, les réalités du métier de fleuriste de mariage et vous offrir mes conseils pour réussir en tenant compte des contraintes et des opportunités de notre métier. Et puis peut-être, et j'espère, vous inspirer, vous rassurer sur ce qui est possible de faire et de devenir fleuriste de mariage tout en bienveillance. Et dans un premier temps, moi, ce que j'ai envie de vous faire part, c'est la possibilité de devenir fleuriste et qu'est-ce qui est possible dans notre métier de fleuriste globalement? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme option? Ça, c'est très important parce que ça va faire partie de la prise de décision. Toutes celles qui sont en train de prendre la décision, ou peut-être que vous avez pris la décision de vous reconvertir déjà, mais est-ce que vous avez décidé dans quel axe vous voulez vous reconvertir? Et ça fait vraiment partie des premières choses à faire lorsqu'on veut devenir fleuriste, c'est de savoir quel type de fleuriste on veut être. Parce qu'il y a plein de métiers autour de la fleur, différents, qui n'ont pas les mêmes aspects, qui n'ont pas les mêmes façons aussi d'appréhender le métier, etc. Donc, il y a le fleuriste de boutique, c'est le fleuriste auquel on pense en premier. Il y a le fleuriste de mariage, mais il y en a un petit auquel on ne pense pas souvent et qui est super important, c'est le fleuriste freelance. Donc, j'avais envie un petit peu de faire un petit topo là-dessus. Donc, le fleuriste
de boutique, je pense que tout le monde connaît un peu le fleuriste de boutique, c'est un commerçant. Ça, la différence entre le designer floral, fleuriste de mariage et le fleuriste de boutique, c'est que c'est deux métiers pour moi qui sont complètement différents, avec une approche complètement différente. Et très bientôt sur YouTube, je ferai une vidéo métier pour expliquer un peu les différences entre le fleuriste de boutique et le fleuriste de mariage. Et si vous regardez cette vidéo après le webinaire, peut-être que cette vidéo est déjà en ligne, donc allez checker la chaîne YouTube. Donc, le fleuriste de boutique, c'est vraiment un commerçant. Il a pignon sur rue, il a une boutique, il ouvre 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 et il ouvre aux clients de passage et il propose des compositions florales, etc. Donc, c'est tout un métier autour du commerce déjà. C'est une approche client, l'accueil, la gestion aussi du stock est différente que dans notre métier de fleuriste de mariage parce qu'il faut avoir des fleurs toute l'année en boutique, il faut savoir gérer un stock et donc c'est complètement différent que le fleuriste de mariage. C'est vraiment une approche commerçante. Ensuite, on a le fleuriste de mariage, donc celui qui nous intéresse pas mal aujourd'hui. Donc, le fleuriste de mariage, on peut l'appeler designer floral, décoratrice de mariage, c'est vraiment la même chose. Là, je reprends un terme assez global où on comprend bien quand on dit fleuriste de mariage, parfois, quand on parle de designer floral, il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est concrètement la même chose. Donc, un fleuriste de mariage, c'est plus un créateur, un artiste floral qui va travailler sur mesure. C'est ça la particularité de notre métier, c'est qu'on va avoir un travail floral spécifique à un projet pour des clients spécifiquement. Donc ça peut être le mariage, mais ça peut être aussi dans l'événementiel pro, par exemple. Là, on est vraiment axé sur le mariage, mais ça peut être aussi de l'événementiel global. Et nous, on collabore en étroite main dans la main avec les futurs mariés pour comprendre leur vision, pour comprendre ce qu'ils ont envie d'avoir pour leur mariage et pouvoir le traduire et le mettre en valeur et lui donner vie tout simplement. C'est ça qui est génial dans notre métier. Mais la troisième option qu'on oublie souvent, c'est le fleuriste freelance. Alors le fleuriste freelance, qu'est-ce que c'est ? C'est un designer floral qui va se former aux techniques soit de fleuriste de mariage, aux techniques de fleuriste de boutique. Ça peut être un fleuriste qui a un CAP et qui va aller être freelance pour faire de la boutique, par exemple, pour aller en support des équipes dans des boutiques qui ont, par exemple, le jour de la Saint-Valentin, une grosse activité, ils ont besoin de mains en plus, donc le fleuriste freelance va aller travailler en boutique s'il a une formation boutique, par exemple, mais ça peut être aussi un freelance qui s'est formé aux techniques florales et qui n'a pas de CAP, c'est pas grave, et qui va aller en support sur des équipes pour des événements. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, je fais du mariage donc haut de gamme et dans mon équipe, j'ai juste une alternante avec moi et je fais appel à des freelances pour compléter mon équipe sur les événements. Donc, je peux avoir 1, 2, 3, 5, 10 freelances selon l'événement. Et donc, ce sont des fleuristes, soit qui sont fleuristes de mariage et qui ont leur entité à côté et qui, pour compléter leurs revenus, font du freelance, soit des fleuristes uniquement freelance qui font ça toute l'année. Donc ça, c'est une option qui n'est pas négligeable, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément quand on veut se lancer dans ce métier-là et qui peut être vraiment pas mal pour commencer une activité, surtout si on n'a pas envie ou si on n'a pas encore l'assurance de se lancer en tant qu'entrepreneur, vraiment d'avoir des clients spécifiques et qu'on préfère commencer par le freelance pour se faire la main. Donc ça peut vraiment être un bon début. Et la spécificité, c'est qu'il est quand même entrepreneur, ce fleuriste freelance, puisqu'il va gérer son planning, répondre à des missions, aller travailler pour tel et tel fleuriste et déclarer ses revenus à son URSSAF, etc. On va se concentrer sur ce métier-là qui est le fleuriste de mariage. C'est ce qui nous intéresse. Et puis, on va essayer de comprendre quel est le marché autour de la décoration de mariage. Parce que c'est bien joli de vouloir se lancer dans un métier, mais est-ce qu'il y a des clients ? Et ça, c'est plutôt important, de connaître les différentes gammes qui existent dans la décoration de mariage. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 3 principales gammes. On peut dire 4, mais il y en a 3 principales que je vais vous énumérer ici. L'entrée de gamme, donc c'est les petits budgets, entre 500 et 1500 €. Alors, ce sont généralement des budgets en dessous de 500 €, ça peut exister. Il peut y avoir des mariés qui veulent uniquement la décoration de la voiture et le bouquet de mariée, par exemple, qui veulent très peu de choses. C'est généralement des clients qui vont plus s'orienter vers les fleuristes de boutique pour aller chercher quelques objets floraux pour leur mariage. Mais si on se concentre sur le fleuriste de mariage, pour moi, il est très compliqué de travailler en entrée de gamme et d'être rentable, à moins de faire énormément d'événements. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Ensuite, le moyenne gamme, donc les budgets moyens,
sont plutôt entre 1 500 € et 5 000 €. Ça, c'est vraiment la gamme qui nous intéresse, nous, en tant que fleuriste de mariage, quand on débute. C'est vraiment là que vous allez trouver vos clients, parce que dans l'entrée de gamme, comme je vous dis, ça va être très compliqué d'être rentable, il va falloir faire énormément d'événements. Dans le moyenne gamme, on peut commencer à se payer en faisant un nombre d'événements assez raisonnable. Et puis, il y a le haut de gamme. Le haut de gamme, entre 5 000 et 15 000 €. Ça peut aller bien plus haut, mais ça sera plus du luxe après 15 000 €. Donc ça, ce sont les 3 gammes principales que vous allez trouver dans le monde du mariage. Et c'est important de savoir et de définir pour vous dans quelle gamme vous souhaitez pouvoir travailler, dans quelle gamme vous souhaitez commencer et dans quelle gamme vous souhaitez arriver. Peut-être que vous allez définir que vous allez commencer avec des petites choses et aller vers le haut de gamme, ou peut-être que vous allez vous dire que le moyenne gamme, c'est très à l'aise pour vous, vous êtes bien, vous êtes dans votre gamme et ça vous plaît bien. Donc il n'y a pas de règle là-dessus, il faut trouver sa propre gamme dans la gamme dans laquelle on est plus à l'aise. Donc les spécificités, ça c'est intéressant, les spécificités du métier de fleuriste de mariage. Faut comprendre qu'il y a certains avantages et certains inconvénients à tous les métiers. Et ça, c'est normal. Et je pense que si vous êtes actuellement dans un métier complètement différent, c'est la même chose. Il y a des choses qui vous cassent la tête dans votre métier actuel et il y a des choses qui pourront potentiellement vous être utiles dans votre reconversion. Par exemple, si vous êtes comptable et vous en avez ras-le-bol d'être derrière un bureau, mais en tout cas, être comptable, quand vous serez fleuriste de mariage, ça vous sera bien utile pour créer une rentabilité stable. Donc, il y a dans tous les métiers des aspects positifs et des aspects négatifs, et le métier de fleuriste de mariage, il n'en déroge pas. Alors, si je dois passer par le négatif en premier, ça serait les contraintes physiques. Il faut savoir que pour devenir fleuriste de mariage, il va falloir être un petit peu costaud physiquement. Alors, on ne vous demande pas d'être bodybuilder, on ne vous demande pas d'avoir une santé de fer, on est toutes, généralement, on est beaucoup de femmes à se lancer dans ce métier-là, mais il faut savoir que c'est un métier fatigant. Et il faut en avoir conscience, et plus fatigant que ce que vous imaginez. Parce qu'on s'imagine toujours, oui, on doit se lever à 4 h du matin pour aller à Rungis, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement avoir les fleurs très tôt le matin, c'est aussi la cadence de travail. Il faut savoir que c'est saisonnier notre métier, donc c'est très ramassé sur une saison, donc ça va être très chronophage et très fatigant sur un temps donné qui va être court, et il faut être prêt physiquement à être prêt à ça. Donc si vous avez des mal de dos, si vous avez des contraintes physiques, si vous êtes faible physiquement au niveau du dos, attention, warning. Il va falloir vraiment penser à peut-être vous entourer d'une équipe plus rapidement que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poids à porter, les seaux remplis d'eau, ça pèse, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de manutention, les camions à charger, à décharger, les structures à monter, à démonter. Donc si vous avez des contraintes physiques et des problèmes de santé, il faut vraiment en tenir compte, parce que c'est vraiment un métier fatigant. Et les contraintes d'organisation. Si vous êtes une maman, si vous avez des enfants en bas âge, si vous êtes une maman célibataire comme moi quand j'ai débuté, il va falloir un petit peu s'organiser parce que effectivement, vous allez travailler sur des week-ends, vous allez travailler le mercredi, les enfants, il va falloir les faire garder, vous allez travailler très tôt le matin quand vous allez chercher vos fleurs, donc qui garde les enfants, qui les amène à l'école. Vous allez devoir aussi organiser des temps de garde pendant les vacances scolaires parce que vous allez être en pleine saison pendant l'été. Est-ce que vous allez accepter de mettre de côté les vacances en famille à certains moments de l'année, notamment au printemps et en été? Alors, ça ne veut pas dire que vous ne prendrez plus du tout de vacances, mais il y a un moment de lancement où il va falloir mettre en place les choses et peut-être qu'il y aura moins de temps pour les vacances en famille. Il y aura moins de temps pour les barbecues entre amis l'été parce que vous serez en pleine saison et je vous le souhaite. Et peut-être que vous serez fatigué le samedi soir et vous n'aurez pas le temps et ni l'énergie de pouvoir aller rencontrer vos amis pendant que eux font la fête, vous êtes en pleine activité, pendant que eux se reposent et hibernent l'hiver, vous avez envie de sortir et vous éclater. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au contraire des gens lambda. C'est-à-dire que vraiment, votre activité, c'est pendant que eux se reposent. Et donc ça peut être une contrainte un peu qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est pas un métier facile.
Et c'est saisonnier. Donc là, c'est très important, ce troisième point, c'est saisonnier. Donc il faut savoir, vous allez faire la majeure partie de votre activité entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et le reste de l'année, vous allez traiter les affaires courantes, vous allez faire quand même des choses, hein. Ça ne veut pas dire que vous aurez des vacances pendant tout l'hiver, mais vous allez traiter les devis, vous allez traiter les visites techniques, il y a plein de choses à mettre en place l'hiver, la communication, les réseaux sociaux, etc. Mais le moment où vous allez gagner votre vie, c'est l'été. Le printemps, l'été, le début d'automne. Donc, il va falloir organiser financièrement votre année sur cette problématique-là et se dire, je rentre des revenus l'été, le printemps, l'été, le début d'automne, mais il faut que je me finance ma rémunération tout au long de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par contre, il y a des côtés méga positifs, bien sûr. On accompagne nos clients dans les meilleurs moments de leur vie. On voit des gens heureux, des moments magnifiques, on voit des yeux qui pétillent, on voit des remerciements, des larmes. Enfin voilà, il y a des moments magnifiques dans notre métier. C'est vraiment génial. Et surtout, ce que j'adore, c'est la créativité sans cesse renouvelée, puisque chaque événement est différent, chaque client est différent, chaque projet est différent. Vous imitez du vôtre, de votre créativité, et vous prenez aussi les inspirations de vos clients et vous leur donnez vie, et il n'y a rien de plus beau que ça. Donc il y a des contraintes, c'est vrai, il y a des problématiques, il y a des choses à organiser, à gérer, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau, ça fait 10 ans que je fais ça et j'adore ça. Et, je peux être fatiguée en fin de saison, mais j'ai toujours envie de retrouver mes clients, toujours envie de retravailler sur des nouveaux projets, et je vous assure que ça en vaut la peine. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si tout va bien, si tout ça vous inspire. Maintenant, on va parler des choses qui nous intéressent vraiment, parce que c'est très important, c'est les étapes pour bien se lancer et se lancer sereinement. On y vient, on rentre dans le dur. Donc, réalisation de projet, se lancer. C'est super important. Généralement, quand on veut se lancer dans quelque chose, il y a différents types de profils. On a les gens très, très, très frileux qui vont prendre énormément de temps à se lancer et peut-être trop de temps parfois. Et puis, il y a les autres qui sont ultra fonceuses, ultra fonceurs et qui vont se dire « Ok, j'ai pris la décision, j'y vais, je démissionne, hop, 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 je me lance ». J'ai envie de dire qu'il faut un juste milieu entre les deux. J'ai envie de dire que je ne vais pas vous conseiller de démissionner demain. Ça, c'est pas du tout l'aspect que je vais vous proposer ici. Je vais vous proposer un entre-deux. Dans un premier temps, je vais vous proposer de définir votre projet et de prendre la décision. Parce que la décision, elle doit être mûrement réfléchie, mais aussi elle doit exister. Il ne faut pas juste se dire oui, peut-être, je vais tester, je vais me former, peut-être, on verra. Non. Avant de commencer à se former, il faut prendre la bonne décision. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Donc, je vais y revenir. Dans un deuxième temps, faire un plan de formation. Ok, on ne se lance pas sans un plan de formation. On ne peut pas devenir charcutier si on n'a pas été formé. Ça va être compliqué. On ne peut pas, tous les métiers nécessitent une formation, c'est primordial. Alors, on peut le faire en autodidacte comme moi, je l'ai fait et j'y suis arrivée, mais à un moment donné, j'ai pris la décision de me former également. J'ai fait mes premières années en autodidacte et autant vous dire que j'ai perdu un temps de malade parce que j'ai tout simplement galéré, il faut dire la vérité, galéré parce que j'ai essayé, fait des erreurs, recommencé, retenté, retesté. Donc j'ai perdu, je pense, au moins 3 ans à galérer avant de me rendre compte que il faut se former, même si tu y arrives comme ça, même si les clients sont contents, il y a des choses qui te prennent beaucoup plus de temps quand tu n'es pas formé, tout simplement parce que tu n'as pas les clés et tu n'as pas les fondamentaux. C'est pour ça que je propose des formations aujourd'hui, pour vous faire gagner du temps. Donc, faire un plan de formation, rechercher et se renseigner sur les formations adéquates à votre projet. J'ai décidé ce que je veux faire et je cherche, je regarde et j'analyse les formations qui sont proposées et quelles sont les bonnes formations pour mon projet, pas n'importe quelle formation. Ensuite, je définis une feuille de route. Il faut que j'ai des étapes, parce que sinon, mon lancement, il ne sera pas serein. Sinon, je ne serai pas sur des bonnes bases. C'est très important d'avoir une feuille de route. Ça ne veut pas dire que vous allez la suivre parfaitement, et ce n'est pas grave, mais au moins, vous avez défini quelque chose. J'ai envie de dire, naturellement, ça va se recentrer et vous allez trouver votre voie. Et dans un dernier temps, créer un portfolio, une stratégie de communication pour se faire connaître. La communication, c'est le nerf de la guerre, les amis. Il faut communiquer. Sinon, on ne saura pas que vous faites de l'art floral et on ne va pas venir vous faire des demandes de devis. Donc, ça serait bien embêtant. Définir son projet, c'est qu'est-ce que je veux proposer à mes clients. Donc déjà, première question à se poser. Est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur? Parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Donc, je vous invite à prendre mes notes. Juste là, je vous invite à partir de maintenant à prendre des notes. Je ne l'ai pas dit, mais ce serait important. Donc, première question à se poser.
est-ce que je souhaite être entrepreneur? C'est-à-dire, là, quand je parle d'entrepreneur, c'est avoir une entreprise dans le sens où je vais avoir affaire à des clients, à des futurs mariés. Si c'est pas votre profond désir, si votre profond désir, c'est, si là, tout de suite, je vous dis qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous me dites, moi, j'ai envie de toucher de la fleur, mais franchement, je suis pas sûre de vouloir devenir entrepreneur. Ok. Est-ce que le fleuriste freelance, ça serait pas mieux pour vous? Est-ce que, oui, vous allez être entrepreneur, mais c'est un entrepreneur très simple, vous allez déclarer votre URSSAF, mais c'est vraiment pas dans le sens, quand je parle de chef d'entreprise, je parle vraiment d'avoir des clients, faire des devis, des propositions commerciales, gérer une communication, derrière chercher des partenariats pour pouvoir avoir des contrats. Lorsque vous êtes freelance, c'est pas la même chose. Vous allez démarcher d'autres fleuristes pour vous leur proposer vos services. C'est beaucoup plus simple, c'est moins compliqué, j'ai envie de dire, et vous n'êtes pas un entrepreneur dans la façon dont je dis chef d'entreprise. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que je veux devenir entrepreneur? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça fait partie de moi de gérer une entreprise? Est-ce que dans mes aspirations, vous avez une envie de réussite? Vous avez une envie de créer quelque chose de concret, de créer une marque, de créer une entité, de créer votre propre bébé, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous anime? Si ça vous anime, oui, fleuriste de mariage, c'est fait pour vous. Si ça vous anime pas, ce qui vous anime, c'est que l'aspect créatif, l'aspect composition florale, l'aspect, je touche de la fleur, je mets les mains dedans. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller plus sur le freelance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça peut être commencer par freelance parce que vous avez besoin, vous avez l'envie de devenir entrepreneur, mais ça vous fait peur et que peut-être pour commencer, vous commencez par le freelance et ensuite, vous irez créer votre entreprise pour devenir fleuriste de mariage. J'espère que ça c'est clair. Et dans la définition du projet, au-delà de cette question importante, c'est qu'est-ce que je veux proposer à mes clients? Quel style j'ai envie de proposer à mes clients? Est-ce que j'ai envie de travailler? Dans quelle gamme j'ai envie de travailler? Est-ce que je veux faire beaucoup d'événements et parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un fleuriste haut de gamme et moi, ça me tient à cœur de faire des petits prix pour des clients qui veulent avoir quand même une jolie décoration florale, je veux être en entrée de gamme. Dans ce cas-là, je veux faire beaucoup de mariages, je veux peut-être m'entourer d'une grosse équipe, etc. Ou j'ai envie de faire du moyenne gamme parce que j'ai envie de commencer avec une petite équipe, je veux travailler toute seule avec peut-être un freelance de temps en temps, et donc je veux travailler dans le moyenne gamme, j'ai pas trop envie d'investir pour commencer, je vais travailler dans mon garage et travailler avec les moyens du bord. Donc voilà, toutes ces questions-là, c'est très important. Dans quelle gamme je veux travailler et qu'est-ce que je veux proposer à mes clients? Est-ce que j'ai envie de proposer la décoration globale d'un événement, du bouquet de la mariée en passant par la cérémonie, la réception? Ou est-ce que j'ai envie de faire que de la décoration florale pour les réceptions et avoir plutôt des partenariats avec une salle de réception, faire les décors de cette salle de réception tous les week-ends? Voilà, je vous donne des pistes en fait. Hein. Tout ça, c'est plein de choses. Il y a plein de possibilités. Ce qu'il faut, c'est se dire, ok, je m'assois et j'écris les choses. Ça, c'est très important. C'est vraiment l'un des grands conseils que je vais vous donner dans ce webinaire. C'est pas juste réfléchir de temps en temps comme ça parce que vous allez avoir une grosse charge mentale et vous allez penser à plein de choses à la fois. C'est se poser devant un carnet ou devant votre ordinateur, ce que vous avez envie de faire sur votre téléphone, dans Notes, ce que vous voulez, et dire, ok, voilà, qu'est-ce que je rêve de créer comme projet? J'ai envie de toucher de la fleur, il n'y a que ça qui m'intéresse, donc j'aimerais bien être freelance. Et j'aimerais bien être freelance, j'aimerais toucher à tout, être freelance boutique, être freelance événementiel, ou moi j'ai envie de faire que du mariage, donc je veux être freelance événementiel. Ou j'ai l'aspiration de créer mon propre projet, d'avoir une identité, d'avoir des clients que je peux servir, avec qui je peux avoir une vraie relation et j'ai envie de créer leur décoration florale. Dans quelle gamme je veux travailler? Ok, tout ça je l'écris, vraiment, faut l'écrire. Parce qu'il n'y a qu'en écrivant, en posant les choses, que vous allez réaliser vraiment ce que vous voulez faire. Et de cette décision-là, de ce projet-là, va en découler tout le reste. Et c'est très important parce que c'est votre ligne directrice. Se dire, ok, du coup, c'est beaucoup plus simple de passer à l'étape suivante, d'aller choisir vos formations si vous savez où vous voulez aller, si vous savez ce que vous voulez faire. Si vous êtes un peu flou, mais vous allez vous disperser et il faut savoir quand même que la formation, c'est un investissement, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour au final, après, vous recentrer parce qu'on ne peut pas tout faire et finalement décider de faire que du mariage. Donc moi, je vous propose l'inverse. Plutôt qu'aller picorer partout, vous dépensez beaucoup d'argent en formation pour
savoir au final ce que vous allez vraiment vouloir faire, faites l'effet inverse. Posez les choses, réfléchissez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez pas, d'ici 3 ans, décider finalement de faire une boutique parce que c'est plus en accord à ce que vous serez dans 3 ans. Mais là, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-le sur le papier, c'est vraiment important. Ensuite, on passe au plan de formation. Comme je le disais tout à l'heure, le plan de formation, c'est la suite tout à fait logique. Personne ne se lance dans un métier sans formation, à part les gens autodidactes comme moi. Mais parce que il n'y avait pas de formation encore, je répète. Encore une fois, si vous l'avez fait en autodidacte, bravo à vous, c'est beaucoup de courage et beaucoup de persévérance et d'abnégation. Mais vraiment, c'est plus facile quand on passe par la formation. Donc, une fois que vous avez décidé ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir étudier les options de formation qui s'offrent à vous. Donc, si vous voilà, vous passez par cette vidéo et que finalement, vous dites, moi, c'est fleuriste de boutique, je ne vous encourage pas à venir faire une formation c'est expérience florale parce que ça ne va pas correspondre à votre besoin. Il n'y a pas de problème, vous allez trouver plein de formations spécifiques au métier de commerçant, de fleuriste, de boutique. En l'occurrence, si vous êtes là, c'est généralement parce que vous voulez devenir fleuriste de mariage ou freelance dans le monde du mariage. Et à ce moment-là, effectivement, Expérience Florale est totalement fait pour vous. Chez Expérience Florale, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est me dire, il y a des gens qui sont complètement novices, hein, qui découvrent cet univers-là, et il y a des gens qui sont déjà lancés, qui sont déjà en activité et qui ont un niveau intermédiaire, voire expert, et qui ont besoin d'aller chercher une technique en particulier. C'est pour ça que j'ai voulu créer des modules de formation qui vous permettent d'aller picorer, pour le coup, de savoir et de pouvoir. Alors sur nos formations, vous allez voir sur le site internet, tout est expliqué, il y a tous les programmes de formation. Et vraiment, j'essaye que ça soit le plus ludique, le plus simple possible à comprendre pour que vous puissiez trouver la formation qui soit importante pour vous. Parce que, encore une fois, on peut faire toutes les formations du monde, mais en fonction de votre projet, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus pertinent maintenant à l'heure T. Donc, par exemple, nous, on a des formations pour les novices. Initiation et découverte, c'est vraiment une formation où vous allez découvrir le métier. Ça va être vraiment le B à bas. Et vous allez découvrir le métier pour savoir si c'est vraiment fait pour vous. Donc ça peut vraiment être intéressant parce que c'est 3 jours de formation où vous allez aller voir Rungis, vous allez aller voir en atelier comment on crée et puis comment on installe un événement. Ensuite, vous avez des formations spécifiques à des techniques. Ce qui veut dire que je suis déjà lancée, mais moi, le bouquet de mariée, déstructuré, me fait peur, j'y arrive pas. Ben, je vais aller chercher une formation technique sur les bouquets de mariée, comme le module cortège, fine art ou le perfectionnement bouquet. Ou, par exemple, moi, dans mon projet, j'ai envie de travailler vraiment que sur la partie réception. J'ai envie de proposer un service clé en main à mes clients pour la partie uniquement réception. J'ai pas envie de faire les bouquets de mariée. Donc, ou alors j'ai déjà commencé mon activité et je suis concentrée sur la réception pour le moment. Ça ne veut pas dire que demain je ne ferai pas des bouquets, mais en tout cas pour le moment, je ne propose que les décors de réception. À ce moment-là, passez directement au module réception, parce qu'on va parler des centres de table. Donc vraiment, le but, c'est que vous puissiez trouver la formation qui vous corresponde. Et par exemple, vous avez envie d'ajouter à votre portfolio, vous avez envie de proposer les bouquets de mariée à partir de maintenant, et allez faire des bouquets, les modules bouquets, parce que vous allez vous retrouver avec une technique approfondie et des photos pro. Donc il y a plein de formations chez Expérience Florale où vous avez des photos professionnelles qui vous aident aussi à créer votre portfolio. Ça, c'est super intéressant. Et vous avez le module Arche, donc si vous avez envie d'aller plus loin et de proposer à vos clients en fait, de créer des décors pour leur cérémonie, le module Arche technique est vraiment très intéressant. On a un module Canva en ligne en présentiel aussi, où vous allez pouvoir proposer en fait tout simplement des mood boards et des croquis à vos clients. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider dans l'approche client, pour vous aider à déclencher la signature des contrats grâce à des mood boards impactants et du coup savoir utiliser l'outil Canva pour faire des planches d'inspiration et des croquis. Donc ça, j'ai fait le topo global. Le but, c'est pas ici de vous vendre totalement la formation expérience florale. Le but, c'est vraiment de vous aider dans le lancement de votre activité et vous permettre de comprendre les étapes. Mais on est là pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Et c'est vraiment très intéressant que vous puissiez non seulement choisir la formation qui vous corresponde chez Expérience Florale, mais chez quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aller découvrir. Il y a plein de fleuristes maintenant qui proposent des formations comme ça. Et le but, c'est pas forcément de venir que chez Expérience Florale, c'est d'aller voir d'autres personnes parce qu'on a différentes approches, différentes façons de travailler. Vous allez apprendre différemment. Et aussi, mais par contre, le point important
que je pense qui est vraiment, vraiment très important, c'est de découvrir et d'aller creuser. Quand vous découvrez une formatrice ou une école comme la nôtre, allez regarder les contenus, allez regarder les programmes, allez regarder ce que propose la formatrice, si elle fait des lives, comment elle s'exprime, comment elle explique les choses, quelle est sa pédagogie, quelle est son approche. N'hésitez pas à demander un appel téléphonique pour faire connaissance avec votre formatrice, pour savoir si vous matchez avec cette personne-là, parce que se former, c'est un investissement, donc il faut vraiment s'entendre avec la personne avec qui vous allez suivre une formation. Ça, c'est vraiment mes conseils pratiques au-delà de notre école, et je connais la valeur de notre école et comment nous, on fait de la formation, mais il n'y a pas que nous, hein, il y a des très bonnes formations également ailleurs, mais il faut que ça soit en cohérence avec votre projet, encore une fois, mais en cohérence avec votre personne. Est-ce que vous serez à l'aise avec cette école? Quelle est la pédagogie? Quelle est la mise en place des choses? Et est-ce que ça correspond à ce que je cherche, tout simplement? N'hésitez pas à poser le plus de questions possibles, c'est très très important. Y a-t-il des photos pro dans les modules réception qu'on peut utiliser sur notre portfolio? Je vais y arriver. Oui, absolument. Donc, dans le module cortège, où on fait les bouquets de mariée classiques, le module fine art, où on fait les bouquets de mariée plus déstructurés, et dans le module réception, où on fait les centres de table, vous avez des photos professionnelles. Donc, de vos créations, donc vous allez faire des bouquets individuels, donc vous allez avoir des photos de vos propres créations et des photos des créations de groupe. Notamment, je pense au module réception, vous allez faire une déco de table d'honneur. Et donc, il y a des photos de la déco de table d'honneur pour tout le monde. Et après, vous avez des photos de vos centres de table individuellement. Absolument, vous pouvez partager ces photos sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, c'est le but. Le but de la formation, c'est à la fois développer votre créativité, votre style. Il y a des fleurs de toutes les couleurs et toutes les palettes de couleurs pour que vous puissiez chacune et chacun faire des compositions qui vous ressemblent. Ça, c'est presque une exclusivité chez Expérience Florale. Vous allez rarement retrouver ça dans d'autres formations. Généralement, vous avez une palette de couleurs qui est établie et vous allez faire tout le même bouquet. Chez Expérience Florale, c'est très important pour nous que vous puissiez développer à la fois votre créativité et votre sensibilité florale individuellement. Et vous allez aussi apprendre à faire la tarification. Ça, c'est très important pour nous. Chaque formation, il y a la tarification. Et derrière, vous avez des photos pro, parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit ludique, technique, et aussi beau, parce qu'on adore quand c'est beau. Ensuite, vous allez passer à la feuille de route. Donc, sur cette feuille de route, bien sûr, il y a le plan de formation, et il y a définir son statut. Donc là, on passe au dur, c'est-à-dire, ok, maintenant je veux devenir entrepreneur ou freelance, mais on va devoir passer quand même par cette étape-là. Quel statut je veux avoir? Donc là, je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste, donc je vais vous donner mon avis personnel, de mon expérience personnelle. Je vous conseille, quand vous vous lancez de but en blanc, surtout en reconversion, de rester sur un statut très simple d'auto-entrepreneur. C'est vraiment mon premier conseil. Pour les 3 premières années, sauf si vous avez une explosion d'activité très rapidement, mais pour les 3 premières années, je pense que le meilleur statut, c'est l'auto-entreprise. Il y a une comptabilité assez simple à gérer, une déclaration très très simple à faire tous les trimestres, c'est vraiment pas compliqué. Attention notamment, lorsque vous faites votre déclaration, d'aller sur le site de l'URSSAF. Il y a plein de sites, quand vous tapez « Créer son auto-entreprise », qui vous proposent de créer pour vous votre auto-entreprise moyennant finance. Non, c'est gratuit de créer son statut d'auto-entrepreneur quand vous allez sur le site de l'auto-entreprise de l'URSSAF. Je vais y arriver. C'est important d'avoir un statut parce que, encore une fois, vous pouvez commencer de la main à la main. C'est pas quelque chose que je vous recommande parce que très rapidement, vous allez prendre l'habitude de travailler sans être déclaré et ça va être très compliqué de passer au mode déclaré une fois que vous avez touché l'argent en main propre et vous allez vous rendre compte qu'après, il faut donner de l'argent à l'État. Donc, c'est pour moi une mauvaise habitude. Et aussi, ça donne des mauvaises habitudes aux clients parce qu'ils ont l'impression que c'est super, tous les fleuristes peuvent le faire de la main à la main et quelque part, vous cassez le marché de vos collègues qui, elles, sont déclarées et qui ont 23 voire 24% de charge. Donc, ce n'est pas juste, je trouve, de le faire de la main à la main. Vous allez être protégé, vous allez devoir vous assurer et du coup, vous allez être protégé si vous avez un accident de travail, si quelqu'un dans votre équipe se blesse, etc. Donc, c'est très, très important de pouvoir vous déclarer. Dans un dernier temps, créer une stratégie de communication. Ça, c'est très important. Donc, j'ai commencé à me faire un plan de formation. Quand je parle de plan de formation, c'est définir la première formation qui est la plus pertinente à faire maintenant pour
commencer votre activité et après se dire, peut-être dans 6 mois, je vais faire une autre formation pour agrémenter cette formation-là et je vais faire étape par étape. Vous pouvez décider de faire la formation globale d'un coup, si vous avez le financement personnel de le faire, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez le faire au compte-gouttes, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer tout doucement. Ensuite, je définis le statut qui m'intéresse. Alors, je ne vous préconise pas d'arrêter de travailler en parallèle. Donc, si vous avez une activité, donc ça c'est attention warning, ça y est, c'est le moment warning de la vidéo. Si vous avez une activité actuelle, même si vous êtes en burn-out, j'exagère, mais si vous êtes en ras-le-bol de ce métier-là, c'est vraiment j'ai envie de changer, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse autre chose, je n'en peux plus. J'ai envie de vous dire, est-ce que on ne peut pas s'arrêter, mettre pause et prendre un peu de recul sur la situation? Un changement de vie, comme une reconversion, ça ne se fait pas à la légère. Et je peux comprendre qu'on en ait ras-le-bol d'un métier. Mais si vous allez faire votre feuille de route, vous allez voir que ça va vous rendre un peu plus serein et vous aurez plus de patience à rester dans votre métier actuel encore un petit peu. Je parle en connaissance de cause. J'ai gardé très longtemps mon travail à côté. Ça m'a permis de me lancer sereinement. Je m'explique. Lorsque vous allez démissionner, vous allez peut-être toucher le chômage et je vous le souhaite si vous faites par exemple un accord avec votre employeur de fin de contrat à l'amiable. Ça, c'est possible. Mais de plus en plus, l'État nous réduit le temps de reconversion, le temps que vous avez d'indemnité chômage. Donc, ça va très vite. Alors, je ne sais plus exactement combien c'est, mais je crois que c'est plus de 2 ans. Je crois que c'est moins d'un an et demi maintenant pour pouvoir entamer sereinement votre reconversion. 1 an et demi, c'est très, très court. Très, très court. Voilà, 18 mois, merci. 18 mois, c'est extrêmement court. Le moment où vous allez commencer à faire votre plan d'action, à vous former, à faire des visuels pour commencer votre communication, à commencer à faire du réseau pour vous faire connaître, vous êtes déjà aux 18 mois et vous n'avez pas encore rentré du chiffre d'affaires ou très peu. Donc vraiment, pour moi, cette étape de changement de vie est... c'est trop rapide. Donc pour moi, je vous conseille de rester en activité. Si vous en avez vraiment marre, essayez de voir, de négocier une réduction d'activité, peut-être vous mettre à mi-temps, c'est pas toujours possible. Quand c'est possible, c'est top. Ça va vous permettre de dégager du temps pour créer en fait votre feuille de route. Mais vraiment, vraiment, pour moi, il faut pas tout lâcher comme ça d'un coup en se disant c'est génial, le monde du mariage, il y a des clients, je vais y arriver, je vais vivre de ça en 18 mois. Franchement, à réfléchir et vraiment je veux que ça soit sincère et je veux vraiment pas vous dire ici que vous allez être riche en devenant fleuriste de mariage, que vous allez gagner des millions. Non, la vérité c'est qu'on peut en vivre, c'est vrai, mais ça prend du temps à se mettre en place. Donc vraiment, pour moi, il faut pas tout de suite arrêter de travailler, il faut tout ce temps-là de feuille de route, il faut le faire pendant que vous travaillez. Il faut se dégager du temps en dehors du travail ou se dégager du temps sur le temps de travail si vous pouvez réduire votre temps de travail. Mais en tout cas, il faut se dire que c'est un travail à faire en amont. Une fois que vous avez votre feuille de route, si vous pouvez même vous former pendant que vous êtes encore salarié, c'est même mieux. Faites votre démission ou votre fin de contrat à l'amiable au moment où vous avez une visibilité sur quelques événements. Parce que du coup, vous allez être plus sereine. Vous allez vous dire, OK, j'ai 3-4 mariages qui arrivent pour cette saison. Je vais commencer à négocier avec mon employeur au mois de janvier pour partir au mois d'avril et commencer ma saison sereinement. Vraiment, vraiment, c'est mon conseil. N'abandonnez pas votre métier actuel trop vite. Vous allez vous retrouver dans une situation compliquée où vous allez être pris à la gorge rapidement parce que vous n'allez pas générer assez de chiffre d'affaires pour vous vivre. Et du coup, vous allez accepter tout et n'importe quoi en termes de projet et vous allez vous épuiser à la tâche et perdre la passion. Et c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous aide? Et c'est pour ça aussi que c'est important pour vous de choisir très bien les formations que vous allez faire, d'être avec des gens qui puissent ne pas vous vendre monts et merveilles, mais d'être concrets. Et d'être honnête sur le fait est que, moi je vous le dis, au bout de 3 ans, ça commence vraiment à payer, ça commence à générer un revenu, mais pas la première année et très peu la deuxième année. Ça peut être un complément de revenu dès la première année. Ça peut vous permettre soit de financer vos formations, ça peut vous permettre de financer aussi la communication sur votre entreprise, etc. De travailler à côté, ça m'a permis d'être sereine et de développer un chiffre d'affaires et de le réinvestir dans ma boîte et de me payer aussi des vacances
et de me dire: «OK, c'est un bon complément de salaire, je commence à bien gagner ma vie» et après de me dire: «OK, sereinement, j'ai assez d'argent de côté pour pouvoir me lancer et abandonner mon travail». C'est vraiment comme ça que je l'ai construit et c'est comme ça que je le conseille. La quatrième étape, la stratégie de communication, on y reviendra dans beaucoup de webinaires que je vais créer par la suite, c'est vraiment construire une image de marque qui soit en cohérence avec votre projet, votre gamme de clientèle, votre client cible et aussi voilà, créer un réseau qui va vous permettre de trouver les bons clients. Donc ça, on va vraiment revenir sur d'autres webinaires où on va parler Instagram, on va parler newsletter, on va parler réseau, on va parler plein de choses. Mais l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est créer une image de marque, définir son identité visuelle, le nom de son entreprise, les valeurs de son entreprise et de dire: «OK, bah, je vais créer mon Instagram avec les premières photos que j'ai eues en formation, grâce à mes formations, mais aussi, pourquoi pas participer à des shootings d'inspiration qui vont me permettre de créer des visuels sympas, pour mes clients et créer une stratégie de communication qui me permette d'avoir, bah, tout simplement une visibilité. Parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes et ce que vous proposez, personne ne viendra vous chercher. C'est aussi d'avoir une visibilité sur des plateformes comme mariage.net, c'est aussi de penser peut-être pas au départ, mais à moyen court terme, de créer un site internet. C'est aussi de tout simplement penser à créer des réseaux sociaux impactants avec une communication qui en découle et qui vous permettent d'avoir une visibilité et d'aller chercher le client idéal. Donc ça, c'est très important d'y penser dans votre feuille de route. C'est que souvent, on se dit que devenir fleuriste, c'est se former sur la fleur, mais c'est pas seulement se former sur la fleur, c'est à la fois se former bien sûr aux techniques florales pour être serein et proposer des décors que vous pouvez et que vous savez réaliser, mais aussi communiquer là-dessus. Et pour communiquer, il faut avoir une formation aussi sur les réseaux sociaux ou en tout cas être débrouillard, être curieux et savoir aussi s'y mettre tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les plans de la feuille de route. On pourrait faire une feuille de route 10 fois plus large, mais c'est les points qui me semblent les plus importants. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu les aventures de 2 élèves que j'ai suivis en formation. On va aller voir leur Instagram, puisqu'on parle de communication. Donc, je vous présente Hélène. Hélène de l'atelier Mimosa. Donc Hélène, je l'ai suivie en formation individuelle. Donc je fais aussi des formations individuelles. Elle avait déjà été formée chez Fleurésie. Elle avait suivi une très bonne formation et elle avait envie de se perfectionner sur certaines techniques avec moi en individuel. Hélène, elle a un parcours particulier, un parcours différent du mien. Elle est juriste de formation et elle a voulu changer de métier et aller dans le monde floral. Et Hélène, elle a fait une ascension fulgurante. C'est-à-dire que je crois que ça fait 3 ans, à peine 3 ans qu'elle est lancée. Elle travaille extrêmement bien dans le haut de gamme. Et pour vous dire, quand l'élève dépasse le maître, elle a des contrats, on est en concurrence sur certains contrats. Je sais que des fois, en fait, on est mise en concurrence et il peut s'avérer que c'est moi qui ai le contrat ou elle qui a le contrat. C'est des choses qui arrivent et ça veut dire que les formations, ça fonctionne. Hein, quand on se retrouve en concurrence avec la formatrice. Ça fait plaisir. Pour l'élève, pour moi, ça me met en challenge d'aller toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, je vous montre un peu son travail, c'est vraiment magnifique. Vous découvrirez son parcours dans le podcast Conversation Florale qui arrive la semaine prochaine. J'ai fait une interview d'Hélène où vraiment elle nous explique tout son parcours, comment elle a débuté, quelle a été sa stratégie pour monter très vite et fort. Moi, j'ai mis du temps à commencer, j'ai mis vraiment du temps. Elle a fait différemment. Elle a investi plus d'argent au départ pour pouvoir avoir des visuels de qualité et pouvoir se lancer directement en haut de gamme. Donc, c'est vraiment 2 approches différentes et je vous invite vraiment à découvrir nos 2 approches parce que c'est vraiment intéressant de voir comme quoi il y a différents chemins pour y arriver et il n'y a pas de règles à proprement parler. Vous allez faire votre propre choix. Donc vraiment, Hélène, je l'ai vraiment accompagnée sur l'effet déstructuré de ses compositions, sur le choix de la palette de couleurs. Elle m'a dit encore la dernière fois, tu m'as toujours dit la couleur, c'est super important. Et on voit à quel point elle traite très, très bien la couleur. Et elle a une très belle approche, une très belle communication. Elle est très, très douée dans la communication sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a posté aujourd'hui, on va regarder. Voilà, donc... elle est très active en story pour montrer son travail. Donc, c'est vraiment génial. Voilà, on voit un petit peu là, par exemple, ça, c'est super intéressant. Elle nous montre un peu sa soirée. Elle est allée manger au restaurant. Donc, on voit qu'elle est mangée dans un très bon restaurant. Donc, ça, c'est parler à sa clientèle cible, puisqu'elle partage des choses
des expériences de sa propre vie qui sont en cohérence avec la gamme de clients qu'elle souhaite atteindre et qu'elle a déjà d'ailleurs. Et elle va partager notamment, tout simplement, une expérience dans un restaurant où les clients, puisqu'elle a des clients étrangers également, pourraient avoir envie d'aller manger s'ils viennent à Paris. Donc ça, c'est vraiment tout simplement de la stratégie de communication pour essayer de pas uniquement parler de fleurs, mais faire des respirations qui soient toujours en lien avec votre cliente cible. Donc j'adore Hélène, elle est très 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 ouverte et vous verrez sur le podcast à quel point elle est talentueuse et elle a une vraie vision pour son entreprise. Et ça, c'est vraiment magnifique, son travail. Vous verrez, elle n'avait pas l'aspiration dès le début, comme moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Elle, pas du tout. Mais elle a découvert sa passion pour l'entrepreneuriat sur le tard. Donc ça, c'est super intéressant. Et je vais vous montrer un profil totalement différent. On va partager le profil de Florence. Hop. Donc Florence, c'est une élève que j'ai depuis un certain temps. Je la suis depuis longtemps. Donc elle a fait, je crois, toutes les formations chez moi. Au compte-gouttes, elle les a pas fait en un seul, mais elle a fait les formations bouquets, les formations centre de table. Elle a fait également une formation en individuel pour aller plus loin sur l'entrepreneuriat et sur sa communication. Et elle a fait aussi la masterclass florale. Et Florence, pourquoi je voulais vous montrer son parcours? Là déjà, sur ce que vous voyez, donc sur sa communication, je vais descendre un peu parce que ça date un petit peu de ses formations. Donc déjà, on voit que son travail est magnifique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Hop. Et donc, hop, si je descends un peu, tac, 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 je vais y arriver. Donc, on voit qu'elle a de magnifiques photos. Et si je descends, voilà. Donc, elle a les photos des formations ici. Ça, c'est des créations qu'elle a fait pendant nos formations. Ici aussi, hop. Donc, elle a commencé son portfolio uniquement avec des photos de formation. Donc, on voit la différence entre le tout début du portfolio, où ça, c'est des photos prises par elle-même, et hop, tac, ça, c'est les photos qu'elle avait prises pendant la formation avec son propre téléphone, et voilà les photos pro. Donc, on voit le changement radical. Ça, c'est vraiment bien pour illustrer le changement radical de portfolio entre ce qu'elle avait avant de se former et ce qu'elle a eu après. Et elle me dit, donc ça c'est vraiment son témoignage à elle, elle m'a dit que grâce à juste ce carrousel de photos-là, jusqu'ici, elle a booké ses premiers mariages. Donc elle a été elle-même très étonnée de voir le retour des clients. Elle n'a pas de site internet encore, c'est vraiment tout début. Et elle a commencé à avoir ses premiers événements grâce aux photos des formations, vraiment uniquement par ça. Et elle-même, elle me disait, mais je ne comprends pas, il me contacte alors que j'ai quelques photos sur mon Instagram et c'est les photos de la formation. Tout simplement parce que ça parlait à sa cible client. Et notamment un mariage qu'elle a fait au même lieu de la formation grâce à ces photos-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'on peut commencer avec des photos uniquement de formation sans avoir beaucoup de visuels si on a, et encore, si on a l'aspiration d'utiliser ces photos. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup d'élèves qui, une fois les formations faites, et se retrouvent avec les photos et ne prennent pas le temps de mettre ces photos sur leurs réseaux sociaux, alors que c'est un atout majeur. Pour toutes celles et toutes celles qui nous suivent depuis longtemps, vous avez aussi l'abonnement, le magazine digital tous les mois, l'abonnement de 14,90 € sans engagement, où on vous propose aussi des photos. Vous avez des photos tous les mois différentes que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux. Donc pareil, ça, c'est du contenu qu'on vous fournit. Donc vraiment, vous pouvez déjà commencer un portfolio. Une fois qu'elle a commencé à faire ses propres événements, elle a ajouté ses propres photos. Et la particularité de Florence, c'est tout simplement que au début, quand on a commencé à parler entrepreneuriat toutes les deux, elle m'a dit, je suis pas à l'aise, moi, à faire avec les clients. J'ai du mal à l'approche client, j'ai du mal à me vendre, j'ai du mal à tout ça. J'aimerais bien faire du freelance, je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai envie de me faire la main sur des événements, ça va me permettre de me rassurer sur mon savoir-faire, etc. Donc, il faut savoir que Florence fait 80% de freelance, mais elle en vit vraiment toute l'année. Elle a démissionné de son travail, elle n'a pas démissionné, elle a pris sa retraite de l'éducation nationale là, cet été. Elle ne vit que de freelance et de ses mariages. Donc, ça veut dire que c'est possible. Elle est bookée, elle me dit maintenant, je dis non. Ça a été un petit peu long au départ, le temps de se faire connaître, du bouche à oreille, etc. Moi, je l'ai pris sur mes événements, j'en ai parlé à des collègues, les collègues l'ont pris, ça s'est bien passé, et on a parlé à d'autres collègues, et maintenant, elle doit refuser les missions parce qu'il y a trop de missions. Donc, vraiment, 80% de son activité, c'est du freelance pour d'autres, et 20%, c'est du mariage en saison pour elle.
pour son activité personnelle. Donc vraiment, c'est possible, on peut en vivre, il faut y aller étape par étape. Ça lui a pris un peu de temps, mais elle a enfin décroché, elle ne vit que de la fleur aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui me semble méga inspirant. On ne vous demande pas de communiquer comme un community manager sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, on ne vous demande pas de faire 3 posts par jour, de faire 7 posts par semaine. On ne vous demande pas de faire 10 stories par jour. Non, on vous demande de poster régulièrement, de façon à ce que votre feed Instagram soit super joli et impactant. On vous demande de faire quelques stories. Même quand je dis une story par semaine, c'est 400 slides de stories pour avoir mais ça, je reviendrai là-dessus, je garde un petit peu secret. Un petit peu, j'en garde sous le coude, sinon je vais trop en dire. Mais voilà, on ne demande pas aux fleuristes sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général d'être des community managers. Ne voyez pas cette montagne comme insurmontable. Oui, ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est réalisable. Et la preuve en est juste ici. Florence, elle poste très peu en story. Vraiment, voilà, elle va partager des petites choses, mais c'est très peu. Et pourtant, ça paye. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. C'est possible de gérer les réseaux sociaux, même si on n'a pas l'habitude. On va continuer tout simplement par les questions-réponses, parce que là, je pense que vous avez plein de questions à me poser. Et donc, on va se donner 10 minutes pour répondre aux questions-réponses avant de clôturer ensemble. Donc, je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit. Son travail est sublime, les photos sont top, c'est sublime, merveilleux, génial. Quand on commence, qu'on n'a pas encore de photos, c'est super. Effectivement, c'est très important de se dire, bah super, dans les formations, je vais avoir des photos qui seront impactantes. Donc, attention à bien regarder les programmes de formation. Nos formations, toutes n'ont pas de photos professionnelles. Je pense notamment au perfectionnement, il n'y a pas de photos professionnelles, et au module arche. Parce que sur le module arche, c'est vraiment dans l'atelier qu'on fait les arches, et ça n'a vraiment aucun sens de faire des photos, parce qu'il y a tout le bazar à côté. Enfin, c'est vraiment pas comme si on faisait une arche dans un château, ce genre de choses. Est-on obligé d'avoir un site internet quand on commence? Peut-on rester sur Instagram? Alors, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est d'avoir un Instagram. Là, c'est sûr qu'il faut bien qu'on vous trouve quelque part. Et pour moi, d'avoir une galerie gratuite, même gratuite sur mariage.net, je pense que c'est le plus important. Ensuite, le site internet, c'est méga important. Ça vient dans un deuxième temps parce que c'est un coût. Vaut mieux avoir quelqu'un de professionnel qui fait votre site internet, sauf si vous avez une facilité à faire votre site internet. Dans ce cas-là, faites-le. Parfois, c'est beaucoup de temps et beaucoup de perte d'énergie parce qu'on n'est pas tous web designers et que vaut mieux mettre un budget là-dedans. Donc, ça vient généralement dans un second temps, mais oui, c'est obligatoire d'avoir un site internet à terme pour pouvoir promouvoir. Ça apporte une crédibilité à votre savoir-faire. Quel est ton conseil pour trouver du freelance en province? Réseauter. Allez sur Instagram, cherchez les gens qu'il y a autour de vous qui font cette activité-là et allez vous présenter, dire que vous êtes là, que vous existez. Envoyez un petit mot. Alors, ne faites pas ça de but en blanc. Commencez à suivre les gens, commencez à liker leurs posts, commencez à interagir avec eux sans avoir d'arrière-pensée. Et une fois que vous avez commencé à créer un lien, commencez à dire que vous êtes fleuriste, que vous aussi, vous avez envie de participer, que vous voulez faire du freelance et commencez à connecter. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. On ne peut pas être en même temps une boutique online fleuriste de mariage. Bien sûr, c'est toi qui définis ce que tu veux créer. Tu peux, alors oui, je ne l'ai pas dit, tu peux avoir une boutique classique et faire aussi du mariage. Les deux ne sont pas incompatibles. Par contre, c'est pas possible toute seule. C'est-à-dire qu'il faut falloir embaucher. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire à la fois les mariages et à la fois être en boutique le samedi, ça ne va pas être possible. Donc, il faut soit prendre des freelances, un peu plus de freelance, soit avoir des salariés en boutique qui puissent te remplacer quand tu n'es pas là et quand tu es sur les événements. Encore une fois, c'est vous qui délimitez votre projet, c'est vous qui décidez. C'est juste qu'il y a des paramètres à prendre en compte et des choses à mettre en place selon le projet que tu as envie de faire. Si nous commençons par juste un site vitrine, cela peut être intéressant avant le site net. Absolument, un site vitrine suffit, même dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un site où tu as une page qui déroule avec, ou alors tu peux avoir 3 pages. Tu peux avoir la page d'accueil où tu vas dire qui tu es, ce que tu proposes, tes services, la page portfolio et la page contact. Ce qui compte, c'est bien délimiter l'offre, dire ce que tu fais, bien sûr où tu es situé, ce que tu fais comme activité, ce que tu proposes comme service, comment tu le proposes et des images. Que penses-tu de mariage.net? Alors, j'ai un avis un petit peu... tout dépend où vous êtes situé. Mariage.net, pour moi, c'est un outil puissant et impactant lorsque tu es en province.
il faut vraiment aller regarder mariage.net dans votre secteur d'activité, dans votre secteur régional pour voir s'il y a beaucoup de fleuristes déjà sur mariage.net. Par exemple, en Île-de-France, pour moi, ça n'a aucun sens d'être sur mariage.net parce qu'il y a tellement de fleuristes déjà sur mariage.net que vous serez noyé dans la masse. Il faudrait prendre un forfait méga premium qui vous coûte une fortune pour être un peu sur le devant. Et ça va être très compliqué de sortir son épingle du jeu. Par contre, en province, ça peut être plus niche, donc du coup, vous allez pouvoir être un peu plus facilement en haut de la liste. Donc du coup, ça peut être intéressant. Donc vraiment, c'est à voir si dans votre secteur régional, ça peut être intéressant d'être sur mariage.net. Selon toi, à quel moment est-ce intéressant de participer à des salons, festivals du mariage? Alors là aussi, tout dépend de ton secteur régional, parce que tout dépend de l'offre et la demande dans ton secteur à toi. Si par exemple, et de la gamme dans laquelle tu veux travailler. Donc, par exemple, je veux commencer tranquillement en entrée de gamme, moyenne gamme, et je suis en Île-de-France, mariage.net, c'est saturé, mais j'ai un petit salon du mariage à côté de chez moi, dans mon secteur. Là, ça peut être intéressant parce que généralement, le stand n'est pas très cher, c'est un investissement, mais c'est un petit peu moindre et tu vas toucher des clients moyenne gamme et entrée de gamme dans ce type d'événement. Donc, pourquoi pas le faire sur la première année, histoire d'avoir des premiers contacts, de t'insérer dans le monde du mariage dans ta région, de faire du réseau et de rencontrer des potentiels clients. Attention, notamment attention au salon et au festival du mariage, à être prêt. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de passages et beaucoup de pertes, dans le sens où vous allez voir plein de gens, mais si vous n'êtes pas prêt à prendre les contacts, à les recontacter derrière, à avoir une vraie démarche commerciale, si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, si vous n'êtes pas à l'aise à tout simplement interagir avec les gens, si vous êtes timide, ça peut être un investissement perdu, dans le sens où vous allez vous cacher derrière vos fleurs dans votre stand, avoir peur d'aller vers les gens et du coup ne pas avoir profité du potentiel de cet événement-là. Dans le sens où il faut être vraiment sûr d'avoir de quoi noter, soit sur une tablette, soit à l'écrit, le contact de tous les clients et de s'y tenir et derrière de récupérer l'adresse mail, de téléphone de toutes les personnes qui passent sur le stand pour derrière faire un mail, mais genre rapidement, genre 1 jour, 2 jours maximum après, pour proposer vos services, pour reprendre un rendez-vous ou directement proposer des rendez-vous sur le stand pour les semaines après le salon. Il faut que ça soit quelque chose de directement traduit en acte commercial. Le problème du salon, c'est que généralement on le fait, on se dit je vais faire on travaille l'amont, mais jamais l'aval. C'est-à-dire que tu vas créer une super scénographie, tu vas dire oui, je vais mettre le budget pour que les gens ils aient envie de travailler avec moi, et on se dit pas comment je vais traiter les demandes derrière, parce qu'il peut y avoir beaucoup de demandes derrière et beaucoup de déchets, c'est-à-dire beaucoup de demandes qui n'aboutissent à rien. Donc, il faut tout un process, il faut vraiment penser les choses pour que ça soit facile pour vous à traiter les réponses en sortie de salon. J'espère que ça t'aide. Quand on choisit une formation, cela se passe sur le site. Est-ce que nous t'avons au téléphone avant la formation? Alors, tout se passe sur le site, mais lorsque vous vous inscrivez ici, que vous faites votre premier paiement, nous, on va vous envoyer un premier mail pour récupérer vos informations spécifiques, votre adresse postale, toutes les informations qu'on a besoin pour générer les papiers de formation. Une fois qu'on a généré les papiers de formation et que vous êtes totalement inscrit, nous, en fait, on va vous passer un coup de fil pour vérifier que la formation est bien en adéquation avec vos besoins. Donc, si vous avez déjà une idée de formation, vous pouvez directement vous inscrire sur le site et vous m'aurez en ligne par la suite. Si par contre, vous souhaitez tout simplement parler avec moi parce que vous avez besoin d'avoir plus d'informations et vous voulez être sûr de la formation que vous choisissez, aucun souci. Vous m'envoyez un petit DM, soit sur Instagram, soit par mail. Il n'y a aucun problème. On prévoit un rendez-vous téléphonique pour pouvoir tout simplement décider ensemble quelle serait la formation la plus adaptée à votre activité. Bonjour Esther, est-ce que tu as des conseils pour le transport des compositions? Le transport des compositions, je te conseille d'acheter des petites barquettes pliantes à Castorama, à Leroy Merlin, pliantes ou pas d'ailleurs, il y a des barquettes de stockage, ou même à Ikea, des caisses de stockage, et d'avoir du papier que tu récupères, du papier d'emballage pour caler tes compositions entre elles dans ce type de boîte. Alors, les caisses Ikea sont assez profondes, donc tu peux les superposer, les compositions, mais tu ne vas pas pouvoir mettre plus d'une compo par boîte. Donc après, tout dépend quel véhicule tu utilises, mais ce genre de choses.
Ou garder, si tu commandes tes fleurs par internet et elles reviennent en carton, garder les cartons pour pouvoir stocker tes compositions pour les transporter. Ton expérience est vraiment précieuse et nous permet de mieux voir certains points. J'espère. Merci Hélène. Tellement frustrant de faire de belles compositions et arriver abîmées sur le lieu de réception. Tout à fait. Donc, il faut faire attention au stockage. En effet, le but, c'est vraiment que vous ayez... moi, j'ai vraiment très longtemps utilisé les cartons. Hein. Tu vois, quand j'allais au marché aux fleurs, je leur demandais, ils ont souvent des cartons parce que les fleurs de Hollande arrivent souvent en carton. Donc, ils ont des cartons qui jettent. Donc, moi, je récupérais les cartons et je stockais mes compositions dans les cartons bien calés avec du papier bulle ou du papier journal ou du papier d'emballage. Et après, j'ai investi dans des caisses. Est-il mieux de commander les fleurs sur Internet ou bien d'aller chercher au marché aux fleurs? Ça, les deux sont bien. Les deux sont bien. Tout dépend de comment tu es, toi, à l'aise, comment tu préfères acheter tes fleurs. Il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Si tu veux acheter en ligne, ce qui est bien, c'est que tu peux maîtriser ta rentabilité parce que tu es assis à ton bureau, tu as le panier qui bouge, donc tu sais où tu en es financièrement. L'inconvénient, c'est que tu as des photos des fleurs, mais qu'il faut faire attention parce qu'entre les photos et la réalité, ça peut y avoir un delta. Ensuite, si tu vas au marché aux fleurs, c'est génial parce que tu vois ce que tu achètes. Par contre, la rentabilité, il faut s'y tenir parce que tu vois pas forcément tout de suite combien ça va te coûter. Donc, tu peux aussi craquer, avoir des coups de cœur et dépasser ton budget. C'est vraiment une belle expérience que tu nous fais partager et cela confirme ma décision de poursuivre dans l'art de la table et l'art floral. Génial! Merci beaucoup Valérie pour ton retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je suis disponible sur les DM Instagram, c'est moi qui réponds aux messages. J'espère que je vous retrouverai peut-être en formation très bientôt. J'ai hâte de vous rencontrer en vrai et merci d'avoir suivi ce webinaire. Et n'oubliez pas, faites-vous confiance, votre potentiel ne demande qu'à fleurir. Et ça, c'est vrai, ça, c'est notre mantra Expérience Florale. Vous méritez le meilleur. À très vite. Bye bye.